Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience aux membres du conseil d'administration de l'Université de Grand-Bassam. On fait le point de ces échanges avec Abou Sanogo. Le conseil d'administration de l'Université de Grand-Bassam Fondation, basée à New York, aux États-Unis d'Amérique, chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Conduit par le professeur Saliou Touré, les membres de ce conseil ont fait le point de leurs activités au chef du gouvernement. Ils lui ont présenté 4 étudiants ivoiriens issus de l'Université de Grand-Bassam, bénéficiaires de bourses d'études. Ces jeunes iront très bientôt poursuivre leurs études aux États-Unis d'Amérique. Nous avons l'intention à mobiliser plus de fonds l'année prochaine pour donner les bourses aux plus d'étudiants. Mais avant, le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan a reçu le directeur de Euromoni. Selon Christophe Garrett, Euromoni et ses partenaires entendent faire la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire dans le secteur des finances. L'insécurité dans le golfe de Guinée est débattue au cours d'une réunion du G7 des Amis du golfe de Guinée, réunion ouverte hier ici à Abidjan. Les parties prenantes font face à 3 défis: la coordination interrégionale, la lutte contre la piraterie maritime et le renforcement de la coopération judiciaire. Christelle Menon. Pêche illicite, terrorisme, piraterie, la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, à nouveau au cœur des débats au cours de cette 4e réunion du groupe G7 des Amis du golfe de Guinée. La criminalité dans le golfe de Guinée est en hausse et accentue l'instabilité en Afrique de l'Ouest dans un contexte de menaces terroristes persistantes. Il y a eu quelques incidents de pêche illicite en Côte d'Ivoire, un peu plus d'une dizaine d'actes. Et avec l'acquisition que la Côte d'Ivoire a faite de navires de patrouilleurs, nous avons pu intervenir à ce niveau-là. Mais ce n'est pas encore assez. Nos capacités ont besoin d'être renforcées, aussi bien au niveau de la formation que des capacités même opérationnelles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La situation requiert une approche transnationale et des stratégies concertées, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'Afrique et la communauté internationale doivent accentuer leur coopération dans cette perspective pour sauvegarder leurs intérêts mutuels. Nous devions également mettre l'accent sur la mise en place d'une stratégie nationale allant du renforcement des capacités légales et judiciaires des États avec l'harmonisation de nos législations au partage d'informations et d'expertise, à la mutualisation des moyens de surveillance en passant par la mobilisation des financements pour les infrastructures et la création d'emplois dans le domaine maritime. Des orientations qui découlent de résolutions prises au cours de diverses rencontres de haut niveau, notamment celle à Yaoundé, du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité et la sûreté dans le golfe de Guinée en juin 2013. Dans leurs actions de coordination de l'exploitation et de la sécurisation des mers africaines, les pays ouest et centrafricains bordant le golfe de Guinée sont soutenus par le groupe G7 des Amis du golfe de Guinée. C'est la première région pétrolifère d'Afrique subsaharienne et l'un des principaux points de départ des flux pétroliers et gaziers vers l'Occident et l'Asie. C'est d'abord le principe de l'appropriation par les États riverains du golfe de Guinée, car en effet, l'appropriation des enjeux, l'appropriation des défis à relever revient aux États riverains et c'est aux États riverains qu'il appartient d'évaluer les besoins et les demandes dans ce domaine. Nous autres accompagnons cette démarche. Nous sommes donc mobilisés pour continuer à nous battre, à lutter contre le terrorisme, à relever les défis des migrations et à rester très vigilants en termes de lutte contre la piraterie maritime. Le groupe G7 des Amis du golfe de Guinée est composé notamment de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de la France et d'Interpol. Le groupe se réunit pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'occasion d'un passage de relais pour la coprésidence de la France et de l'Allemagne, au Portugal et au Japon. 2 projets de loi de ratification ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et la réduction des droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique. Noël Nyagnou. Une ligne de métro allant de la commune d'Aniaman au nord à celle de Port-Bouët au sud. Longueur du tronçon, 37 km 500 pour un coût de plus de 600 milliards de francs CFA, entièrement financé par des privés. La société Star, société des transports abidjanais, sur rail. Les travaux
peuvent désormais démarrer parce que la loi de ratification de l'ordonnance de concession signée le 1er octobre dernier a été adoptée par les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale en sa séance de ce mercredi 25 novembre 2015, avec des dispositions particulières. Nous avons déjà un code des investissements qui existe et qui est en vigueur, qui a été pris en 2012. Ce code des investissements, par exemple, indique qu'en phase d'investissement, vous avez quelques avantages, notamment 40% de réduction des droits de douane. Mais ces avantages, vous les avez sur 2 ans. Le chef de l'État a proposé qu'on puisse étendre la durée de l'exonération pour que ce soit toute la durée des travaux. Avant l'examen et l'adoption de ce projet de loi, les députés se sont prononcés sur un autre projet de ratification. Celui-là a trait à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et la réduction de droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique, de tablettes électroniques et de téléphones portables. L'impact doit être immédiat sur le coût de ces matériaux. Ça veut dire que un produit qui coûtait, par exemple, si vous l'achetez à 100 francs, si vous l'achetez en Europe à 100 francs, vous allez normalement payer 40% de droits de douane. Donc il doit passer de 100 francs à 140. Ce même produit que vous achetez à 100 francs, vous l'envoyez à Abidjan, vous devez maintenant payer un droit de douane de 6,5%. Ça veut dire qu'il passe à 106,5%. 2 actes de bonne gouvernance qui ont mobilisé, outre le ministre du Budget, 2 autres membres du gouvernement qui soulignent ici la portée stratégique de ces 2 projets de loi. C'est un projet qui est financé à 100% par le secteur privé. Donc l'apport de l'État, c'est effectivement les exonérations que l'État va accorder. Et nous sommes heureux de constater que c'est un projet auquel l'ensemble des honorables députés adhèrent parfaitement et compte tenu de l'importance du projet. Il nous manquait cette couche au niveau de l'accès, donc un prix abordable, un prix supportable et des conditions d'acquisition supportables par la majorité des Ivoiriens. Donc aujourd'hui nous y sommes, nous avons grâce à l'effort de tous réussi à lever cet obstacle. Donc cela va permettre aux Ivoiriens, de façon générale, d'acquérir dans des conditions plus aisées, plus facilement, moins chères, un équipement informatique et de pouvoir donc profiter de tous les bénéfices qu'apportent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication. Notons que ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des parlementaires. La commission électorale indépendante fait le point du processus électoral 1 mois après la présidentielle en Côte d'Ivoire. La CEI se réunit depuis hier à Yamoussoukro. Sidonie Davila. La CEI, Commission électorale indépendante, à l'heure du bilan, veut tout d'abord consolider les acquis enregistrés lors de la présidentielle avant de renforcer les capacités de l'institution. 2 raisons qui justifient la tenue d'un atelier d'évaluation interne du processus électoral. Il nous faut donc, dès à présent, nous préparer à tout ce qui peut et doit advenir. Le regard rapide sur le programme de notre séminaire permet de remarquer le caractère pluriel de celui-ci. En effet, qu'il s'agisse du cadre légal et réglementaire, de la logistique et de la sécurisation du processus de la liste électorale, rien au cours de cet atelier n'échappera, je l'espère, à votre sagacité. L'institution apprécie la présence à ses côtés des autorités ainsi que de ses partenaires IFES, NDI, PNUD, USAID à travers son programme City 2. Nous voudrions exprimer toute notre gratitude à la CEI pour l'important travail réalisé. Mais la célébration de ce succès ne doit pas faire oublier que du travail reste encore à accomplir. Je vous encourage à poursuivre vos efforts afin que la Côte d'Ivoire soit définitivement acquise à la démocratie et à la gouvernance. De manière pratique, ce sont 56 participants constituant 6 commissions thématiques qui devront sortir de leurs fructueux échanges des recommandations. Celles-ci permettront à la CEI de se projeter vers l'avenir des élections futures.
L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants fait également son bilan. C'est la ville de Yamoussoukro qui accueille les travaux avec ses partenaires. La DDR partage son expérience. Sidonie Davila. Août 2012, juin 2015, 3 années de mission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Une mission qui s'achève avec succès de l'avis des experts. La DDR, à travers ce séminaire international, veut partager son expérience. Je suis heureux aujourd'hui qu'on soit en face d'un succès, non seulement qu'il est difficile d'ignorer, mais qui, j'en suis sûr, fera faire des progrès considérables au DDR en général. Car les DDR sont des processus coûteux, sont des processus difficiles qui demandent un engagement politique très important. La réussite de la mission de l'ADDR repose essentiellement sur les innovations apportées au cours des activités. Nous avons apporté le désarmement mobile, donc où la structure se déplace vers les différents ex-combattants pour procéder à leur désarmement. Mais il y a aussi eu le désarmement communautaire où on est allé vers les communautés. Et ça, ce sont des exemples qui sont exportables vers d'autres programmes DDR qui n'en ont pas connu. Une autre innovation de taille, c'est la resocialisation, le stage de resocialisation qui lui vient se situer entre le désarmement de l'ex-combattant et sa réinsertion. C'est une étape pendant laquelle il reçoit des connaissances, des notions de civisme, de droits de l'homme pour qu'il puisse mieux se réinsérer dans le tissu économique. Et ça n'existait pas dans les autres DD. C'est une innovation que M. Fidel Saracero a apportée. La réussite de la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ne marque pas pour autant la cessation d'activité de celle-ci. Un mot d'éducation avec le lancement de la formation des accompagnateurs relais. Ils vont former ceux qui vont accompagner les élèves dans le projet d'entrepreneuriat en milieu scolaire. L'hôtel du district d'Abidjan au Plateau abrite cette activité. Herman Niamier. La culture entrepreneuriale désormais enseignée à l'école. C'est une initiative du gouvernement ivoirien. Elle vise à donner le goût de l'entrepreneuriat aux élèves dès le préscolaire afin de leur assurer leur autonomie une fois sortis du circuit des études. Pour réussir ce projet, une formation des accompagnateurs relais est initiée. L'accompagnateur relais, c'est celui qui va former l'accompagnateur de classe. Il y a des écoles préscolaires, il y a des écoles primaires et il y a des écoles secondaires. La première activité, ça sera l'élaboration, la conception et la mise en œuvre des projets. Nous allons apprendre aux enfants comment élaborer un projet, comment mettre en œuvre ce projet dans ses différentes composantes. L'expertise canadienne est sollicitée pour la formation des accompagnateurs relais. Nous, on fournit un accompagnement pour amener les professeurs à apprendre comment enseigner cette approche pédagogique canadienne qu'on appelle l'approche en entrepreneuriat conscient. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique soutient que ce projet s'inscrit dans la vision de l'Ivoirien nouveau prônée par le président de la République Alassane Ouattara. L'introduction de l'entrepreneuriat dans notre système éducatif est une option claire que nous avons choisie sur instruction diligente de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la perspective de l'émergence, veut justement démocratiser l'emploi en donnant à chaque Ivoirien les moyens d'y accéder selon ses aptitudes et son génie le plus intime. Pour cette première session, ce sont 32 accompagnateurs relais qui bénéficient de cette formation. Ils vont à leur tour former 1050 accompagnateurs pour les 150 écoles pilotes. Le Conseil régional de l'Indénié-Duablin poursuit sa politique de développement de la région. Il a mobilisé 5 milliards de francs CFA pour la période 2016-2018 pour un investissement dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de l'électrification rurale et d'adduction en eau potable, entre autres. L'objectif principal est de lutter contre la pauvreté. Mamadou Kwasi. 106 projets communautaires et institutionnels seront réalisés dans la région de l'Indénié-Duablin sur la période 2016-2018. Le tout pour un montant global de 5 752 millions de francs CFA. Ces projets s'inscrivent dans le domaine de la santé, de l'eau potable, de l'électrification rurale, du reprofilage des routes et de l'éducation. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, la région de l'Indénié-Duablin, qui enregistre déjà un taux d'électrification d'environ 110%, atteindra un taux très satisfaisant dans les mois à venir.
L'éducation et la prise en charge des jeunes et des femmes occupent également une place importante dans le programme triennal. Grâce au président, avec le programme PPU, nous serons totalement désenclavés d'ici le début de l'année 2016. Donc, il restera à nous attaquer à la santé, à l'éducation. On va continuer les collèges de proximité. Ceux qu'on vient de construire, la deuxième phase va débuter en début d'année. Pour résoudre le problème des routes dégradées dans la région, le Conseil dispose désormais d'une unité de travaux publics. Lorsque nous reprofilons, dès qu'il y a la pluie, il faut reprendre. C'est pour ça que nous avons créé notre équipe de TP régionale. Cette unité, on va la renforcer pour que, immédiatement, lorsqu'il y a un petit problème sur une voie, on colmate ça rapidement. Le secrétaire général de préfecture d'Anyimbi Lekro salue les actions de développement réalisées en faveur de la population de la région de l'Indéné-Djuablin. Il souhaite que le programme triennal adopté au cours de cette troisième session ordinaire soit une réalité pour le bien-être de la population. Ça nous satisfait. C'est l'intérêt de la population qui est recherché. C'est l'intérêt de la population. Et je crois bien que c'est l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le président du conseil régional de l'Indéné-Djuablin, Pascal Abinon Kwaku, et son équipe ont rappelé que des dispositions sont prises en vue d'accélérer le processus de réalisation des projets déjà entamés. Ils ont également fait le point des actions déjà entreprises. Il s'agit entre autres de 8 collèges modernes, de 13 écoles primaires avec maternelle, de 7 centres de santé avec fourniture d'ambulance. Des actions qui ont consisté dans la réhabilitation et la construction de maternités dans les villages de la région. Tout ceci pour le bien-être des populations. La Fédération ivoirienne de football a tenu samedi 2 assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Ces assises se sont déroulées à Yamoussoukro. 74 délégués sur 81 attendus ont voté à l'unanimité la modification des articles 34 et 35 des statuts. La date du 20 février a été retenue pour l'assemblée générale élective. À l'étranger, dans le cadre d'une tournée de 5 jours entreprise en Afrique, le pape François est arrivé hier au Kenya. Il y a prononcé un discours et invité les dirigeants du monde à protéger la nature et prôner le développement durable en pensant aux générations futures. Notons qu'après le Kenya, le souverain pontife se rendra en Ouganda et en Centrafrique. Nairobi au Kenya, ce mercredi 25 novembre. Le pape François pose les pieds pour la première fois de son pontificat en Afrique. Il a été accueilli par des chants et des danseurs. Pour ce voyage sur le continent noir, la sécurité est maximale. 10 000 policiers et militaires vont patrouiller dans le centre de Nairobi. 20 soldats d'élite entraînés spécialement en Italie assurent la protection rapprochée du pontife. Lors de cette tournée de 6 jours très dense, le pape se rendra en Ouganda et en Centrafrique. Il entend prêcher la paix, le dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. Un séjour durant lequel le pape François célébrera des messes et effectuera plusieurs visites symboliques comme celle d'un immense bidonville au Kenya, d'un dispensaire en Ouganda, d'un camp de déplacés et d'une mosquée à Bangui, la capitale centrafricaine. Malgré les violences entre milices musulmanes et chrétiennes et l'insécurité à Bangui, pour le pape, l'annulation d'une étape de son voyage serait une défaite. Pour rappel, les dernières visites en Afrique du pape Benoît XVI, prédécesseur de François, datent de 2011 au Bénin et de 2009 au Cameroun et en Ouganda. Ce commentaire est signé Abou Sanogo. Toujours au Kenya, un nouvel accrochage a opposé la police kenyane à l'armée éthiopienne près de la ville de Moyale dans le nord-est du Kenya. 4 policiers kenyans ont été tués et du matériel a été détruit. Il s'agit de la 6e incursion de l'armée éthiopienne en territoire kenyan en 9 mois. Au Brésil, un sénateur et un directeur de banque liés à Petrobras ont été arrêtés par la police. Tous deux sont accusés d'avoir fait obstruction à l'enquête sur le versement de rétrocommissions du géant Petrobras vers le Parti des travailleurs, dont sont issus Lula da Silva et l'actuelle présidente Dilma Rousseff. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.